Cette semaine à l'émission, on plonge dans un sujet passionnant en abordant les aspects économiques, écologiques et symboliques de l'eau. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant, votre animateur pour cet épisode consacré à l'eau. Et allô, et je suis bien accompagné. Oui, il y aura beaucoup de très mauvais jeux de mots. Aujourd'hui, c'est promis, c'est une promesse, c'est un engagement que je prends au début de cet épisode. Et tiens, pour mener à bien ce projet, Ariane Beauferré, bonjour. Salut Antoine. Journaliste pour Le Verbe Média. Une question qui te passionne, l'eau quand même. Oui, c'est une question que j'étudie depuis plusieurs années dans le cadre de mon autre travail. En tant que tu as une formation en biologie, et tu es en train de poursuivre un doctorat en aménagement du territoire, donc des questions de l'eau. Oui, il y en a beaucoup. Surtout que je m'intéresse beaucoup à la protection des sources d'eau potable. Donc, on a les mains dedans, dans l'eau. Carrément. Alors, tes lumières seront importantes pour nous aujourd'hui. Jean-Philippe Marceau, bonjour. Salut Antoine. Évidemment, l'aspect plus symbolique de l'eau, j'imagine, il y a des choses à dire de ce côté-là. Oui, c'est une catégorie très, très fondamentale en symbolisme, là. Pas juste dans notre culture qui repose sur la Bible, mais aussi, en fait, dans toutes les cultures anciennes, on peut voir que le symbolisme de l'eau est très, très utilisé parce que c'est une catégorie tellement fondamentale. Dans la vie en général, oui, c'est ça. Je rappelle que tu es éditeur pour The Symbolic World, c'est toujours vrai, oui. Et chroniqueur, quand même, de temps en temps, ici, là, on n'est pas du monde. On est très heureux de t'accueillir. Merci Antoine. Et une revenante. Salut, Ariane Blais-Lacombe, bienvenue. Merci. Formée en sciences politiques. Oui. La question de l'eau, ça a quand même des implications politiques importantes aussi. Effectivement, là, oui. L'accès à l'eau, l'eau est une ressource tout à fait essentielle pour les humains, mais comme toute ressource, lorsque c'est limité, ça peut créer des conflits, ça peut créer des guerres. Donc, c'est clair que c'est un enjeu politique et géopolitique, probablement plus maintenant que jamais. Et c'est ça, et dans le siècle qui commence, là, il y aura des développements de ce côté-là, assurément. Très certainement. J'ai envie de vous lancer avec un commentaire qu'on a reçu sur YouTube. D'ailleurs, pour les gens qui nous écoutent, si vous avez envie de commenter, on a toujours beaucoup qui plaisir à vous lire. Tellement ça à lire les commentaires. C'est vraiment le fun, hein? Oui. Il y en a eu un délicieux, là. C'est un compte qui semble anonyme, là, de quelqu'un qui s'appelle sur YouTube Bonjour 98. J'imagine quelqu'un qui est né en 98 et qui aime dire bonjour. Il dit « Merci, très intéressant. S'il vous plaît, faire une vidéo sur la nécessité de réparer les églises, les infiltrations d'eau surtout. » Alors, on ne fera pas un épisode spécifiquement sur ça, mais on risque de parler d'infiltration d'eau aujourd'hui. Vous êtes prêts à tenter l'aventure? Oui. C'est bon. Sur le symbolisme, en fait, des infiltrations d'eau, il y a déjà quelque chose. Hein. Je n'avais pas du tout pensé à ça avant l'émission, là, mais c'est une des raisons pourquoi on a des gargouilles sur les églises. En fait, c'est exactement relié au symbolisme de l'eau. On pense... Les gargouilles, c'est cette espèce de bêtes un peu démoniaques là, près des gouttières. Exact. On servait de ça comme gouttière des églises. En fait, dans plein d'églises en Europe, c'est encore le cas. Les gouttières, tant qu'à faire quelque chose qui va enlever l'eau de ton église. L'éloigner pour pas que, justement, ça fasse trop de dommages à la structure de ton église. Ben, tu peux utiliser un monstre. On peut parler de symbolisme apotrophaïque, d'ailleurs. Là. En général, c'est d'utiliser un genre de monstre pour te protéger des autres monstres. Ou, pour donner un autre exemple, je peux utiliser un vaccin qui va peut-être te rendre malade, mais juste un petit peu pour te protéger de maladies qui pourraient vraiment te rendre très malade. Combattre le feu par le feu. C'est exact. Ce genre d'idée-là. C'était naturel pour les gens de mettre des gargouilles à l'extérieur des églises. Ça va... au niveau spirituel, on peut dire, ça fait quand même un impact. Quand tu rentres dans l'église, tu sais comme que les démons sont tenus à l'extérieur, puis ça a un impact à toi quand tu rentres dans l'église. Là, tu te mets dans un état d'esprit différent. Puis aussi, vraiment comme au niveau physique, là, puis d'ingénierie, ça protège la structure de l'église de l'eau qui est un genre de chaos qui peut détruire ta structure. Alors, on peut cocher ce point-là. On a réglé ça pour Bonjour 98 qui nous a écrit. On a parlé des infiltrations d'eau et des églises, mais d'une manière un peu préventive. C'est ça qui est intéressant. Plutôt que de parler de réparer les églises, prévenons les infiltrations en mettant des gargouilles partout. On n'a pas vraiment au Québec de ça, ou très peu peut-être. C'est très rare. Je me rappelle pas d'avoir déjà vu, surtout des gargouilles ici, qui servaient la fonction justement d'éloigner l'eau. Et pas juste de décoration. C'est ça. Écrivez-nous si votre église de paroisse a des gargouilles dans les gouttières. Là, ça nous intéresse. Faisons un pas de recul. Là.
on va parler de l'eau aujourd'hui. C'est un thème très, très vaste comme un océan, on pourrait dire. Ça y est, c'est parti. Et Ariane, qu'est-ce que c'est que l'eau? Hein? Alors, on va prendre un pas de recul, mais un pas de recul cosmologique. Là, Ouais. L'eau, c'est une molécule, 2 atomes d'hydrogène, 1 atome d'oxygène. J'ai perdu. Et il se trouve que... non, c'est des choses de base. Ça va. Mais non, je dis qu'on prend un très grand pas de recul. C'est assez courant dans l'univers, en fait. Mais ça ne l'a pas toujours été parce que l'hydrogène, il y en avait déjà depuis le début de l'univers. C'est l'un des premiers éléments. C'est l'élément le plus abondant. On estime que 75% de la masse de l'univers, c'est juste de l'hydrogène. Le suivant, c'est l'hélium. C'est à peu près 25% de la masse de l'hydrogène, ce qu'on utilise pour gonfler les ballons. Là. Mm-hmm. Et ensuite, le troisième, c'est l'oxygène. Donc, oxygène et hydrogène forment de l'eau. L'oxygène, c'est à peu près 1% de la masse de l'univers. Mais l'oxygène est arrivé plus tard parce qu'il s'est formé avec la mort des premières étoiles. Et donc, c'est une structure atomique qui est vraiment stable. Pour que ça se dissocie, il faut monter à des températures, vraiment que les atomes se séparent, il faut monter à 3000 degrés Celsius au moins, ou alors qu'il y ait des rayons UV assez puissants. Et donc, c'est stable, on la retrouve à l'état gazeux, à l'état solide, sous forme de glace, de neige, et à l'état liquide. Mais la particularité de notre planète, c'est que on a un état liquide en surface. Et ça, c'est très rare. En fait, dans la grande recherche des exoplanètes, donc des planètes qui se retrouvent en dehors de notre système solaire, qui vont être en orbite autour d'autres étoiles ou simplement se promener dans l'univers, on en a vu à peu près 6000 pour le moment des exoplanètes et on en a trouvé très très peu où on pense qu'il y a de l'eau. En 2022, l'Université de Montréal en a trouvé une qui serait un immense océan, mais c'est rarissime. Liquide, oui, elle serait recouverte d'un océan. Parce que pour avoir un état liquide, il faut être à une bonne distance d'une étoile pour avoir suffisamment de chaleur, mais pas trop. L'état liquide, il est seulement entre 0 et 100 degrés Celsius. Hein. Et, c'est une petite fenêtre. C'est une toute petite fenêtre parce qu'on sait qu'on peut monter à des températures extrêmes. Quand une supernova, elle explose, je pense que ça monte à plus d'1 milliard de degrés Celsius. Là. Et la température la plus faible, ce serait moins 272 degrés Celsius. Donc c'est une toute petite fenêtre qu'on trouve pas à beaucoup d'endroits. Il faut être à une bonne distance d'une étoile. Et en plus de ça, il faut avoir une atmosphère. Parce que si on n'a pas d'atmosphère comme Mars, tout simplement, l'eau, elle part dans le reste de l'univers. Tu parles d'une planète complètement recouverte d'eau. Oui. Ça fait écho presque à la Genèse, où la Terre était une masse informe. C'est un peu le tohu-bohu, le chaos. C'est dans le premier verset, même. Ça commence avec ça. Il y a de l'eau assez tôt, même dans la Bible, Jean-Philippe. Oui, très, très tôt dans la Bible. Puis c'est un fil conducteur qu'on peut utiliser partout, mais c'est vraiment une expérience humaine fondamentale. Là, il y a comme deux côtés à l'eau qu'on va trouver dans plein de cultures, là, parce que ça s'inscrit justement dans l'expérience primordiale. Aujourd'hui, on est un peu détaché de ça parce qu'on a tellement bien contrôlé l'eau dans ses bons et ses mauvais aspects. Disons, c'est rare que... Du moins, on pense qu'on l'a bien contrôlé. Au moins, en Occident, on contrôle... je pense qu'honnêtement, on est très fort quand même. Ouais. Donc, pour avoir de l'eau fraîche qui nous donne... qui nous permet de survivre, c'est très rare qu'on a soif, sérieusement, aujourd'hui en Occident. Là. C'est très rare. Ouais. Donc, c'est pas une expérience quotidienne, en tout cas. Non, c'est pas nécessairement évident pour nous que dans la Bible ou dans plein d'autres cultures, quand tu parles d'eau, surtout d'eau courante, d'eau qui tombe du ciel ou d'eau qui est dans des rivières, qui est de l'eau douce, ça, c'est souvent synonyme de vie. C'est comme le côté positif du potentiel. C'est l'inverse le chaos, ça peut être quelque chose de positif ou négatif. Là. C'est comme des opportunités pour faire des choses. Mais ça peut aussi briser des choses qui marchaient déjà bien. Donc, le côté de l'eau qui descend du ciel, qui ruisselle des montagnes, etc., ça, c'est le côté positif de l'eau. Associé à la vie. Oui, associé à la vie. Je me permets de te couper. Puis en plus, c'est associé à la vie, mais cette eau, il y en a très peu dans l'univers, mais il y en a très peu aussi sous cette forme-là. C'est à peu près 2% de l'eau douce. 2% de l'eau douce qui est dans l'atmosphère, les êtres vivants et dans les cours d'eau. Le reste, c'est principalement de l'eau salée. Oui, c'est ça. Parmi l'eau douce qui existe, il y en a une partie qui est dans les glaciers ou qui ou de n'est l'eau pas vraiment souterraine. accessible. Qui n'est pas visible. Soit elle est très, très loin en altitude, soit elle est au pôle Nord, soit elle est souterraine. Puis il reste un 2% auquel on a accès. Mais je te laisse continuer. Et, de l'autre côté, ensuite, justement, l'eau salée, comme vous en parlez, ça, c'est l'eau qui est plus reliée à la mort, aux monstres marins. Ça aussi, c'est pas quelque chose auquel la plupart de nous, on est familier parce que c'est rare qu'on va sur l'eau puis qu'on voit les dangers qu'il y a associés à la mer. Mais pour la plupart des peuples primitifs, ils savaient très bien que tu peux aller sur des cours d'eau,
même pas juste la mer, là, mais ça peut être que tu vas sur un lac, puis il peut quand même avoir des dangers, il peut quand même avoir des tempêtes, etc. Il y a un côté négatif à l'eau, un côté dangereux, avec lequel la plupart des gens étaient viscéralement en contact auparavant. Donc, c'est pour ça qu'il va y avoir souvent du symbolisme, disons, de l'eau salée, de l'eau stagnante, qui, là, va être plus relié à la mort, va être relié à la présence de léviathans ou de monstres, de grosses baleines, etc. Pas juste dans la civilisation qui est la nôtre, qui se base sur la Genèse puis l'ensemble de la Bible. Mais dans toutes les cultures, tu vas avoir l'idée que le monde a commencé d'une certaine façon à partir d'eau ou peut-être de terre, mais souvent, tu as l'eau qui est utilisée justement comme chose qui est du potentiel pour le meilleur, pour faire de la vie, mais aussi pour le pire, comme l'eau salée, les monstres, etc., qui peuvent ensuite toujours revenir un peu hanter puis détruire les structures qu'on va construire. Oui. Que ce soit dans les infiltrations d'eau ou dans des cataclysmes avec un tsunami ou des choses comme ça. Ouais. On y reviendra. Tu parlais, Jean-Philippe, du fait que l'eau, symboliquement, dans le cas de l'eau courante, l'eau de la pluie est associée à la vie. Qu'est-ce qui fait, Ariane, que l'eau soit aussi intimement liée à l'émergence de la vie? Qu'elle a de particulier, cette molécule, pour générer ou pour permettre l'émergence de la vie? On ne connaît pas de forme de vie qui ne nécessite pas d'eau. Peut-être il y en a qui essayent d'en imaginer d'autres formes de vie sur des planètes où il n'y a pas d'eau et la vie aurait évolué. Mais même l'intelligence artificielle a besoin de beaucoup d'eau. Oui, ça c'est vrai, pour refroidir tous les serveurs, mais puis pour extraire tous les minéraux. Mais non, et donc l'eau, les premières réactions chimiques, elles se sont faites, on le pense, dans l'eau, dans une eau qui était réchauffée. La vie, on pense qu'elle est arrivée dans les premières algues, dans des petites surfaces d'eau chauffées par le soleil, des petites flaques. Et nous, on est composé d'eau aussi. Donc, on ne connaît pas la vie sans eau. Et donc, c'est pour ça que c'est intimement lié. C'est pour ça que c'est aussi essentiel. Et donc, il y a un lien aussi avec notre vie, même notre origine. Tu sais, c'est pas pour rien, je pense que dans la Genèse, et même dans toutes les civilisations, il y a une référence à l'eau. C'est que c'est comme notre origine commune à tous les êtres vivants. On vient de là. Oui, vas-y, Ariane. Et individuel aussi. C'est drôle de penser qu'avant d'être des créatures terrestres, on est des petites créatures aquatiques dans le ventre de nos mères. On commence notre vie aussi dans un milieu aquatique. Oui. Qui est peut-être que tu t'en allais là, mais qui est à la fois un symbole de vie, d'une protection, mais d'une forme de mort aussi de laquelle on est extrait. C'est-à-dire on sort de cette matrice-là. Et on respire. Et là, la vie commence. Dans le fond, il y a un avant et un après. C'est une lecture qu'on peut faire, Jean-Philippe? Oui. Je pense que c'est juste de dire... en général, d'ailleurs, le féminin va souvent être associé à l'eau dans la plupart des cultures. Puis après ça va être représenté, disons, il va y avoir des représentations féminines du côté positif de l'eau, puis d'autres du côté négatif de l'eau. Mais disons, la mère qui s'occupe bien de son enfant, c'est définitivement le côté positif de l'eau, comme qui donne la vie, justement. Puis à l'inverse, souvent, des figures qui sont, je sais pas, comme des figures plus de prostituées dans la Bible, par exemple, vont plus être associées à l'eau salée. Disons, à l'eau où les choses vont juste mourir, puis qui ne va pas porter de fruits, par exemple. Donc, tu vas voir ces associations-là comme du ventre comme l'eau ou comme le tombeau, potentiellement. Oui, c'est ça. Poursuivons un peu encore sur la symbolique de l'eau dans l'Ancien Testament, là, parce qu'il y a quand même quelques moments assez importants, le déluge en particulier. Ensuite, il y a la mer Rouge qui ensevelit les chevaux, les cavaliers de l'Égypte. L'eau est une force, on l'évoquait tantôt, une force destructrice assez puissante dans l'Ancien Testament, Jean-Philippe. Oui. Même, on peut revenir au début de la Genèse, là, quand Dieu va créer le ciel et la terre, c'est pas trop long qu'il va il dit qu'il sépare les eaux en deux aussi. Comme Qu'est-ce les que ça veut dire, ça? du firmament, en dessous du firmament. C'est parce que là, ça devient métaphysique rapidement. Là. Ramenez-moi si vous trouvez que je deviens trop abstrait. Mais c'est parce que l'eau, en général, va représenter le potentiel, pas juste le H2O. C'est pour ça que, de toute façon, une façon de traduire le tohu-bohu, le chaos qu'il y a au début de la journée, c'est comme les eaux, déjà. Puis on parle... Il existe juste ça à ce moment-là dans la création, mais on ne veut pas parler d'eau H2O. Là. Je pense que ça signifie plus le potentiel. Dans ce sens-là, l'eau intra-utérine, le liquide amniotique est
C'est analogue. C'est super potentiel, là, ce qui est en train de se passer là. C'est la vie en puissance. Oui, tout à fait. Ou même pour aller dans des catégories carrément métaphysiques, là, pour les gens qui ont de la formation en philo, on pourrait parler de la matière pure d'Aristote. C'est juste le potentiel pour faire des choses ensuite. Puis Dieu, après, il va toujours, disons, séparer. Il va nommer quelque chose. Donc, nommer, c'est t'amènes une structure abstraite, là, invisible. Un mot, c'est pas quelque chose qui a disons, c'est pas une structure concrète dans le monde. Uh-huh. C'est une image comme d'une structure invisible, comme si je parle de théorème en mathématiques ou je parle d'une phrase. C'est quelque chose d'invisible, une structure invisible qu'on va aller placer ensuite dans du potentiel. Fait que là, Dieu va toujours faire ça. Là, tu peux voir qu'il va séparer. Il va prendre comme du potentiel, puis il va nommer une structure, puis la structure va émerger. Fait il dit, par exemple, que la lumière soit. Il y a la lumière qui sort du potentiel. Il va dire que la terre produise de la végétation, etc. Des que les eaux grouillent d'êtres vivants aussi. Fait il y a, disons, tu as juste du potentiel au début. Ensuite, Dieu va nommer une structure qui va émerger ensuite, comme une mère dont émerge un enfant, par exemple. Mais justement, quand Dieu va se séparer successivement, il va toujours rester ce côté-là, disons, super positif de l'eau, comme l'eau qui est comme le plus en haut possible dans la création, on peut dire, d'où descend la pluie, on peut dire. Ultimement, dans le christianisme, ça va devenir Marie, qui est comme le côté, comme le potentiel de la création est représenté dans la pureté de Marie. Mais de l'autre côté, l'eau... Et l'étoile des mers aussi, Marie, c'est un des titres qu'elle porte. Pour les marins, c'était la Maris. Puis, de l'autre côté, par exemple, chose qui va être repoussée, bien, ça va être, disons, l'eau salée. Donc, la mer qui est éloignée. Puis, comme tu as mentionné, ben, ça va revenir avec le déluge. Donc, puis toutes les civilisations ont un mythe comme ça, d'ailleurs, là, à peu près. Là, je pense que les seuls endroits où on n'a pas trouvé de mythe de déluge, c'est comme dans certaines parties de l'Afrique où, justement, c'est le désert depuis très, très longtemps. En dehors de ça, tous les peuples ont ce genre de mythe-là qu'à un moment donné, il s'est passé des choses qui allaient tellement mal qu'il a fini par avoir un déluge. Des fois, c'est causé par l'humain, comme dans la Genèse, c'est à cause des problèmes humains. Puis, je ne suis pas certain, mais probablement que dans d'autres cultures, des fois, c'est un autre genre de cataclysme. Mais reste qu'à un moment donné, les gens ont ce mythe-là qui est très intuitif que, disons, si on n'est pas bien préparé à gérer le chaos, ça peut être de notre faute, pas notre faute totalement. Peut-être que c'est parce par exemple, on aurait peut-être pu créer des meilleurs systèmes pour nous protéger des inondations, etc. Il y a des pays où... Je pense, Katrina, par exemple, je pense que c'est un exemple où les gens avaient créé des... Il y avait des digues, là, quand même. C'était prévu. C'était prévu seulement pour les pires inondations à chaque 100 ans. À un moment donné, ça finit par pas marcher. Versus aux Pays-Bas, où ils gèrent des inondations depuis vraiment longtemps, sont très bien équipés, puis ils n'ont pas eu de problème majeur depuis très, très longtemps. Donc, des fois, tu as plus de contrôle que d'autres, mais reste que les civilisations ont en général un mythe où si on n'est pas capable de bien se protéger contre le potentiel va finir par nous dévorer, va finir par détruire tout ce qu'on a, puis nous retourner à un état plus primitif. Ah ouais, fascinant. Oui, vas-y, Ariane. Si je peux continuer, ça a un rôle aussi de purification, aussi, le déluge. Puis c'est quelque chose qui a été gardé par le peuple hébreu et par d'autres aussi. Toutes ces rites où tu te purifies avec de l'eau. Il faut que tu te laves avant de faire certaines choses, avant de faire certains gestes. Et aussi, même avec Jean-Baptiste, qui plongeait dans le Jourdain, puis c'est le début de la vie publique du Christ, ou avec le baptême, qu'on a gardé aussi avec ce symbole de l'eau aussi, qui nous purifie et qui nous lave. Ouais. J'allais dire, oui, vas-y. Oui, on peut continuer là-dessus, là, c'est sûr. Effectivement, le déluge, disons, ça va comme être le côté négatif qui nous arrive. Mais souvent dans la Bible, une fois que disons, une structure se produit hors de notre contrôle, on va peut-être essayer ensuite de la refaire comme en microcosme pour essayer de la gérer. De la ritualiser ou de l'encapsuler dans un rite, non? Bien, oui, mais notamment pour être capable de gérer le problème qui venait initialement. Okay. Par exemple, si vous avez remarqué, c'est très peu de temps après le déluge que Noé va planter la vigne, puis il va finir par se saouler dans sa tente. Mais tu sais, se saouler, c'est un petit déluge, là. Tu absorbes quelque chose. C'est un chaos. Ouais, c'est du potentiel que tu ne peux pas gérer, puis là, il se retrouve tenu dans sa tente. Puis, c'est quelque chose qu'on fait souvent en général. Là. Il se passe une grosse structure historique, puis ensuite, on va essayer de l'encapsuler, comme tu as dit, pour la revivre, puis rebénéficier, disons, au mieux comprendre cette structure-là. Puis, effectivement, après ça, quand les Israélites menés par Moïse vont quitter l'Égypte vers la terre promise,
il y a cette image-là, définitivement, du déluge, puis même de Genèse 1 qui est repris, là, où dans Genèse 1... La séparation des eaux, pour créer ensuite un nouveau monde, un nouveau peuple. Puis c'est peu de temps après ça que, justement, Israël comme, redevient un peuple. Même, c'est intéressant parce que si on lit bien l'épisode de l'Exode, c'est pas juste les descendants d'Abraham qui ont quitté l'Égypte. Il y avait une multitude mixte. Il y avait des Égyptiens, semblablement, qui sont partis avec Israël, mais ensuite, ils ont quand même tous été intégrés au même peuple, à la même histoire. Je pense que ça a été aussi scellé dans la circoncision ensuite. Mais tu as cette idée-là que, OK, on sépare les eaux, puis ça va éliminer les Égyptiens, ce qu'on amenait de l'Ancien Monde, disons, qui était négatif. Pas tout d'ailleurs, hein, parce que les Israélites partent quand même avec l'or des Égyptiens. Donc, tu as l'idée d'aller chercher quand même les richesses de l'Ancien Monde, mais d'ensevelir les péchés de l'Ancien Monde. Puis ensuite, tu commences justement le prochain monde. On repart à neuf. Il y a quelque chose de particulier dans l'eau. On l'a évoqué un petit peu tantôt, mais il y a le fait que c'est à la fois quelque chose de tangible, de matériel, mais d'insaisissable. Hein? C'est un peu comme le feu, mais où on parlera de l'air tantôt. Là, on ne fera pas une émission sur les éléments, mais l'eau, on peut la toucher, mais on ne peut pas la saisir. Qu'est-ce que ça signifie, ça, cet aspect-là? C'est sûr que côté symbolique, c'est une des choses qui fait que c'est tellement naturel d'associer l'eau au potentiel, même au sens métaphysique. Là, parce que donc, si j'essaie de parler du potentiel d'Aristote, la potentialité pure qui peut comme, donner corps à n'importe quoi, c'est pas quelque chose qu'on peut jamais voir dans la vie de tous les jours. C'est quelque chose qui est insaisissable, justement. Puis, je pense qu'il y a cette idée-là dans l'eau. Donc, quelque chose qui est déjà structuré, qu'on peut saisir, qu'on peut manipuler, c'est quelque chose qui est déjà formé, là, qui n'est plus autant potentiel que quelque chose qui est informe comme de l'eau liquide. Hey, on prend une petite pause, on va pouvoir digérer ça, on va prendre une gorgée d'eau aussi, puis on revient avec les aspects un peu plus socio-économiques, écologiques de cette ressource qu'est l'eau. À tout de suite. On n'est pas du monde est une émission produite par l'équipe du magazine Le Verbe. Pour vous abonner gratuitement et recevoir 8 numéros par année, visitez leverbe.com/abonnement. De retour à On n'est pas du monde avec les deux Ariane Blais-Lacombe et Ariane Beauferré et Jean-Philippe Marceau. Et on parle de l'eau aujourd'hui. On essaie de comprendre qu'est-ce que signifie cet élément dans notre vie. Au Québec, on a une relation un peu particulière avec l'eau. C'est une ressource hyper abondante. On a combien de lacs, Ariane? On ne sait pas le nombre exact, en fait. C'est difficile à définir parce qu'il y a des lacs qui sont... Il y en a qui sont rejoints en eux par des petits canaux, trop, mais c'est des milliers. Des centaines de milliers. C'est fou. Des centaines de milliers, peut-être plus qu'1 million. Aïe. Alors, c'est une réalité qui est assez particulière. Là. Je veux dire, des endroits sur la Terre où il y a autant d'eau douce, il n'y en a pas tant que ça. Au Canada, on a 20% des réserves d'eau douce. Rien que le fleuve Saint-Laurent, c'est énormément d'eau. Et on a aussi beaucoup d'eau souterraine. D'ailleurs, la majorité des gens qui vivent en milieu rural, 90% vont dépendre de l'eau souterraine. Parce que l'eau souterraine, elle a une meilleure qualité. On peut la pomper, on peut la boire directement, elle est filtrée par les sols. Alors que l'eau de surface, il faut toujours un peu la traiter. Sauf dans certains cas, mais généralement, c'est obligatoire. Alors, ce cas-là, cette situation-là qu'on a ici au Québec, c'est loin d'être le cas ailleurs dans le monde. Je vous cite un extrait de Laudato Si, là, cette encyclique sur l'écologie intégrale du pape François, publiée en 2015. Il disait en réalité, l'accès à l'eau potable est sûr. Potable et sûre, l'eau sûre, est pas sûre comme surette, là, mais assurée, certaine, c'est ça. De bonne qualité. Je recommence. En réalité, l'accès à l'eau potable est un droit humain primordial, fondamental et universel parce qu'il détermine, c'est intéressant, la survie des personnes et par conséquent, il est une condition pour l'exercice des autres droits. Donc, ça a plein d'implications. Je vais le dire, politique, cette phrase-là. En quoi cet élément-là peut être un droit? Est-ce qu'on parlerait de droit à l'air, par exemple, Ariane? Oui, c'est un parallèle vraiment très intéressant là, avec l'air et l'eau. Que si tu n'as pas d'air pendant quelques minutes, tu meurs. L'eau, quelques jours, tout au plus. Tandis que pour les autres besoins, mettons la nourriture, on est quand même capable de survivre plusieurs jours, voire 2-3 semaines sans nourriture. Donc, l'eau est vraiment
on en a besoin. Puis si elle servait juste à boire, ça serait déjà moins compliqué. Mais du fait que l'eau, on en a besoin, elle a tellement d'usages qui, dès qu'on a une quantité limitée d'eau, les usages viennent un peu en compétition les uns avec les autres. Clairement. Donc, c'est vrai que avoir de l'eau potable pour la boire, c'est vraiment la base, mais on en a aussi besoin pour cuisiner notre nourriture, pour faire pousser notre nourriture, pour nous laver à un certain point aussi. Puis après ça, on parle pas d'hydroélectricité, on parle pas de l'eau dont on a besoin pour fabriquer toutes sortes de produits, de l'eau comme voie maritime, qui peut amener de la pollution de cours d'eau qu'on voudrait boire, ou encore de tous les usages de l'eau. Donc, il y a la difficulté d'équilibrer, oui, l'eau potable comme un droit, mais aussi les autres usages qu'on fait de l'eau. Les usages industriels, agricoles que tu as nommés, par exemple. C'est intéressant le parallèle que tu fais avec la bouffe, parce que la nourriture, on conçoit assez bien que ça soit une marchandise qui soit l'objet du commerce, que ce soit qu'il y ait des valeurs marchandes associées à ça, monétaires. Et là, quand on bascule du côté de l'eau, c'est plus complexe, là. Est-ce que comment on peut déterminer la valeur d'un litre d'eau, par exemple? Bien, je pense que la manière dont on se pose la question présentement, je pense qu'on a vraiment notre lunette de Québécois, parce que nous, ici, on ne paye pas notre eau, on paye notre eau chaude, du fait que ça prend de l'électricité pour la chauffer. Mais il y a plein d'autres endroits ailleurs dans le monde où tu ouvres le robinet puis tu commences à payer là, pour l'eau qui coule. Donc, ici, au Québec, la simple idée de on va faire payer pour l'eau, ou ne serait-ce qu'avoir une taxe piscine pour les grands usagers d'eau, ou dire pour un foyer, l'eau est gratuite pour telle quantité par jour, puis si vous en consommez plus, on va commencer à vous charger. Il y a vraiment une question de combien est-ce que ça coûterait, mais aussi la simple idée de charger pour de l'eau. Je pense qu'au Québec... Ça heurterait nos sensibilités. Ça ici. heurte. Ah oui. Et pourtant, dans le dernier été, il y a eu des périodes, il y a eu des fortes pluies au printemps, mais à la fin de l'été, vous vous souvenez, il y a eu plusieurs municipalités qui ont manqué d'eau, qui ont dû aller en acheter ailleurs, en faire venir. Donc, en même temps aussi, on sent que, on est peut-être rendu là, qu'il faut faire quelque chose pour limiter la consommation d'eau. Puis la manière la plus simple, c'est de faire payer le monde. Mais on paye déjà temps... d'une certaine manière, je veux dire, par nos taxes municipales. Oui, on s'assure que l'eau qui arrive à notre robinet, justement, on paye pour l'entretien du réseau d'aqueduc, on paye pour son traitement lorsque c'est nécessaire par les usines de traitement des eaux. Les citoyens, par leurs taxes foncières, en tout cas ici au Québec, paient déjà, entre guillemets, mais ne payent pas au litre. Là. C'est ça. Non, c'est ça. C'est ça la Il y a les industries payent au litre. OK. D'ailleurs, en 2024, les redevances ont augmenté au Québec pour les grands consommateurs d'eau. Qu'est-ce qu'on entend par redevance? C'est comment ça fonctionne, ce système-là, Ariane? Dans le très précis, je ne sais pas. Grosso modo. Mais grosso modo, les industries, ça inclut l'agriculture, l'embouteillage d'eau, les industries, les alumineries, pour la fabrication des vêtements, ça prend de l'eau. Bref, il y a vraiment beaucoup d'industries qui ont besoin d'eau. Puis c'est vrai que même si on a besoin de boire de l'eau, on a aussi besoin de s'habiller, on a besoin de faire pousser des fruits et légumes. Donc, les différents usages sont vraiment en compétition. Puis on ne peut pas se dire on s'en passerait complètement. Tant qu'à moi, on pourrait se passer de probablement quelques terrains de golf. Mais bon, ça, c'est une autre question. Mais reste que quand une industrie consomme plus que, je pense, 50 000 ou 75 000 litres d'eau par jour, elle commence à payer des redevances. Moins que ça, tu ne payes pas encore de redevances. En haut de ça, tu es obligé de te déclarer. Puis encore là, ça a l'air d'être un petit peu auto-déclaré. En tout cas, c'est pas si bien surveillé que ça. Mais il faut payer des redevances par millions de litres d'eau. Puis là, ce qui m'a complètement fascinée, c'est qu'en 2024, la redevance est passée de 2,50 à 35 $. Fait que ça, c'est vraiment énorme. Et pourtant, on n'a pas eu de manifestations dans la rue de la part des industries, de plaintes, de quoi. Fait que on est encore en dessous de la capacité de payer. Ça a l'air d'être bien correct. Bien correct. Fait que, donc, 35 $ pour 1 million de litres. Là, oui, est-ce qu'on pourrait faire passer de 35 à 100? Essayons. Pour les industries qui
qui puisent de l'eau vraiment pour faire des boissons ou pour l'embouteiller, c'est plus cher. Je pense que c'est passé... Avant, c'était eux à 70, puis c'est passé à 150, donc c'est à peu près doublé. Ouais. Mais quand tu penses à 1 million de litres d'eau, ben tu es capable de faire 1 million de bouteilles d'1 litre d'eau. Ça vaut plus que 150 $. Fait que ça reste que... il y a quand même aussi, il y a beaucoup d'environnementalistes qui disent, là, oui, on a de l'eau, mais là, présentement, on la vend pour des peanuts. Mm-hmm. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de questions à se poser par rapport à ça. Il y a plusieurs perspectives aussi qui s'affrontent selon les types de modèles économiques là, qu'on souhaite privilégier. Il y a, par exemple, des gens du secteur privé. Je pense à Olivier Primo ici, là, qui est un influenceur super populaire sur les réseaux sociaux. Qui a investi massivement dans l'achat de permis pour exploiter l'eau. On dit qu'il possède 36 % du volume d'eau exploitable sous permis présentement au Québec, Olivier Primo, et qui milite pour qu'on prenne conscience de la valeur de cette ressource-là. Il s'est même inscrit au registre des lobbyistes pour un peu piquer le gouvernement sur cet enjeu-là. D'un autre côté, il y en a d'autres qui vont prôner plus une nationalisation, comme on a fait avec l'hydroélectricité ici au Québec. J'imagine qu'il n'y a pas de solution miracle, mais comment se jouent ces perspectives-là sur comment gérer la ressource ici au Québec? Je pense qu'il n'y a pas de consensus à cet effet-là. Il n'y a même pas de discussion, en quelque sorte? Il n'y a pas vraiment de discussion, non, parce que je pense qu'on en a encore trop. On n'est pas encore assez près du gouffre pour vraiment se poser la question. Peut-être une coupe d'été sec encore, ça nous aiderait. Bien, ça devrait venir, mais aussi, on peut aussi se poser cette question-là plus à l'échelle mondiale. Tu sais, on a dit que le Canada a 20 % de l'eau, mais est-ce qu'à un certain point, est-ce qu'il faut qu'on partage cette eau-là avec le reste du monde? Si oui, comment le faire? Ou ne serait-ce qu'avec nos voisins immédiats au sud. Les États-Unis ont quand même plusieurs régions là, où ils commencent à avoir des sérieux problèmes en approvisionnement d'eau, même si... Des fois parce qu'il y a des rivières qui sont complètement ponctionnées, siphonnées par des industries, notamment l'industrie agricole. Oui, c'est ça. Donc, puis souvent, les États-Unis ont souvent parlé là, qu'ils aimeraient avoir l'eau du Canada. Donc, est-ce qu'on se dirige vers de plus en plus de conflits pour ça? Est-ce que nous, est-ce qu'on a une responsabilité de partager notre eau ou au contraire de protéger notre eau? Est-ce que ça doit être fait de manière publique ou privée? Je pense que la question va se poser de plus en plus. Ariane, ça se pose, cette question-là, j'imagine, dans les milieux des municipalités au Québec? Ça se pose. Après, les questions d'exportation d'eau, c'est complètement fermé, là, parce que le Québec a légiféré pour dire que l'eau, c'était un bien commun. Donc, on a une loi qui définit que c'est un bien commun. On ne peut pas avoir un usage privé pour aller revendre à l'étranger, par exemple. On pourrait imaginer, comme ça se fait aux États-Unis à divers endroits, des pipelines d'eau pour aller alimenter un autre État. Ça ne se fait pas vraiment encore, parce que l'idée, c'est de connaître l'endroit où on vit et de vivre avec les ressources de l'endroit où on vit. Donc, si on vit dans un endroit où il n'y a pas énormément d'eau, on ne va peut-être pas faire cultiver du riz, par exemple. Et cette eau, il faut aussi ne pas la voir juste comme quelque chose dont nous, on a besoin pour nos usages, comme tous ceux que tu as nommés, mais aussi comme elle fait partie d'un environnement et d'un écosystème. Si on a de l'eau, c'est parce que nos écosystèmes sont faits avec cette eau-là. Ça supporte de la vie dans des lacs, dans des rivières. Plus au nord du pays aussi, on a des zones où il y a beaucoup d'eau, et des tourbières, des marécages. Donc, et faire la différence entre l'eau potable et l'eau douce. C'est pas la même chose. C'est pas parce qu'on a de l'eau douce qu'elle est potable forcément. Ça va nécessiter du traitement. Plus on fait du traitement, plus il y a des coûts qui sont associés à cela aussi. Donc, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Ce qui se fait régionalement, on commence à avoir un partage des usages au Québec dans les régions les plus touchées. Donc, celles au sud, Estrie, Montérégie, centre du Québec aussi un peu plus. Qu'est-ce qu'on entend par partage? Partager, c'est que les municipalités régionales de comté, avec l'aide des organismes de bassin versant, avec l'aide aussi des chercheurs d'université qui travaillent depuis 2008 à faire un grand programme d'acquisition des données sur l'eau souterraine, à voir c'est quoi notre utilisation de l'eau, qui l'utilise, comment. Et aujourd'hui, on a accès à énormément de données. Ce qui n'était pas le cas. Ce qui n'était pas le cas au siècle précédent. Mais aujourd'hui, on les a, les données. On les a. Et donc, c'est de se dire, on sait qui utilise quoi, on sait quels sont nos besoins, on voit l'état de la démographie,
les villages, à quel point ils vont grossir, diminuer, etc. Comment est-ce qu'on fait pour se partager? Et donc là, ça demande des tables de concertation en fait et de la collaboration. Et il y a une planification du développement. On n'est pas encore rendu là, c'est ça. C'est l'étape suivante. Mais on est encore à une étape un peu de sensibilisation. Les élus aussi se forment, puis les élus, ça change aux 5 ans à peu près. Donc c'est aussi, et c'est malheureusement quand il y a des problèmes que là, on se dit, OK, on manque d'eau, on en a besoin pour l'agriculture, on a des puits qui sont à sec, on doit aller creuser. On doit creuser dans certaines régions jusqu'à 300 mètres. Hein. C'est impressionnant. Alors que la majorité de l'eau souterraine, elle est disponible dans le premier 100 mètres. Quand on descend plus bas, souvent, il y a des jeux de pression qui font en sorte qu'elle est beaucoup plus difficile à aller chercher. Je voyais un reportage récemment d'un puisatier, c'est le nom qu'on donne à ces gens, qui creusent des puits, qui disait que, c'est ça, désormais, leur travail a changé. On creuse. Ils creusent beaucoup plus qu'avant pour aller chercher la profondément. d'eau. C'est ça. Donc, il y a des coûts qui sont reliés à ça. C'est pas tout le monde qui peut payer non plus pour faire creuser plus profondément son puits. Mais oui, les usages sont en opposition parfois, en concurrence, et il va falloir qu'on s'adapte, mais c'est en cours et ça demande de la collaboration. On a l'impression que l'eau, c'est une ressource infinie, illimitée. On pense évidemment à l'océan. On parle de quantité astronomique, des volumes. Tu parlais de 1 million d'eau pour 100 $. 1 million de litres d'eau, c'est comme ça dépasse un peu ce qui peut rentrer dans notre petite tête. Et de ce fait, on pense que justement, il n'y a pas vraiment de fin, il n'y a pas vraiment de limite. C'est quelque chose de renouvelable à l'infini. Est-ce que c'est vraiment renouvelable à l'infini, Ariane? Ben non, je pense qu'on est en train de voir de plus en plus là, qu'on pensait que c'était infini et renouvelable et ce l'est de moins en moins, ou du moins, c'est une ressource renouvelable, mais sur le long terme. Puis on en a tellement de besoins, puis tellement rapidement. Tu sais, on parlait des eaux souterraines. Ça prend du temps avant que ça s'accumule, l'eau souterraine, puis que le sol le filtre. Puis la vitesse à laquelle on a besoin, les quantités qu'on puise à la vitesse qu'on les puise, la Terre n'a pas le temps ça n'a pas le temps de se réaccumuler puis de se renouveler. Même chose dans un lac. Oui, éventuellement, le lac va avoir ses écosystèmes qui vont filtrer l'eau et tout ça, mais ça se passe pas en 12 mois. Là, ça prend pas 1 an, 2 ans. Là, c'est des systèmes qui fonctionnent plus sur le long terme. Puis je pense que c'est ça, particulièrement dans dans notre vision au Québec, parce qu'on en a tellement. Ouais. De dire qu'il y a des municipalités qui ont manqué d'eau, qui ont dû en faire venir par camion-citerne. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'imaginaient pas voir ça dans leur vie, mais que maintenant, avec les changements climatiques, que ça amène aussi beaucoup d'imprévisibilité, puis des changements plus grands qui fait que c'est pas qu'il manque d'eau en soi, mais que des fois, on en a beaucoup trop, puis après ça, on en manque. Une sorte d'instabilité. Tu parlais de concertation, de coopération, mais c'est que c'est pas non plus comme si on pouvait planifier comme si on savait déjà combien de millilitres de pluie allait tomber pendant les 10 prochaines années. Donc, ça aussi, ça vient jouer. Je repense à, justement, on parlait de l'été dernier où ça a été plus sec au Québec, surtout vers la fin de l'été. Moi, j'habite à côté de la rivière Montmorency, qui est une des plus grosses rivières là, dans la région, qui a un bon débit, un bon volume. Puis je me dis, bon, nous, on puise, tout le quartier puise son eau dans la rivière Montmorency. Je me disais, j'en manquerai jamais. Bien là, à la fin de l'été, ils émettaient des avertissements en disant, là, faites attention à votre consommation. La rivière est à son plus bas depuis je ne sais pas combien de décennies. J'ai eu un petit vertige. Là. Je me pensais à l'abri. C'est un peu comme ce que tu décris, Ariane. On est plusieurs à se penser à l'abri de ce genre de pénurie-là. Puis finalement, ça nous rattrape. Peut-être qu'il y a des ajustements à faire. Je te vois opiner. Je suis juste d'accord. Là, T'as-tu manqué d'eau, toi, cet été? Non, nous... J'ai aucune idée, en fait. J'habite vraiment, tu sais, dans Sainte-Foy, puis... c'est le fleuve Saint-Laurent pour Sainte-Foy. Un endroit où ils ont passé vraiment très proche de manquer d'eau, c'est à Cape Town, en Afrique du Sud. Puis en fait, il s'est passé quelque chose d'assez intéressant parce qu'il y avait eu plusieurs années de sécheresse, puis tranquillement, ils voyaient les niveaux de leurs réservoirs baisser, puis la ville avait établi un plan avec plusieurs degrés, puis différentes mesures pour limiter la consommation d'eau, puis tranquillement abaisser le niveau que chaque personne pouvait, puis les industries, puis bref, il y avait un plan comme ça, puis ça en est venu à un point tellement critique en 2018 qu'ils ont dû prévoir une date où ce serait, ils ont appelé ça le Day Zero, puis ça, c'était le moment où ils allaient couper, ils allaient fermer les robinets, il n'y aurait plus d'eau courante dans les maisons,
puis que les gens allaient devoir... Fait que la ville avait mis sur pied des points d'alimentation, puis là, ça allait être l'eau va être rationnée au point que vous venez avec vos bidons, vous les remplissiez, puis c'est ça. On ne peut pas se permettre de laisser les robinets parce qu'on n'est pas capable de contrôler. Puis donc, ça avait été... Ils se sont rendus là ou c'était prévu qu'ils se rendent là? C'était prévu qu'ils se rendent là. Puis le simple fait d'annoncer, écoutez, selon nos prévisions, ça va être le 22 avril qu'on coupe tout. Donc là, la ville avait vraiment tout prévu, là, parce qu'en même temps, tu ne veux pas couper l'eau puis que ça soit la panique, la catastrophe et tout ça. Ouais. Donc, il y avait vraiment tout prévu, mais le simple fait d'avoir annoncé ça, tout le monde s'est mis à faire des efforts, puis finalement, plus la date s'est approchée, on dit « Ah, bien finalement, on va repousser. » Puis là, les gens ont continué de faire des efforts, puis ils ont repoussé à quelques reprises, jusqu'à temps que finalement, il y a eu des pluies aussi, ça a aidé, mais finalement, ils ont pas eu à se rendre là. Puis, à un moment donné, ils ont tout simplement levé la date en disant « on n'aura pas besoin de se rendre là ». Mais ça montre quand même que les citoyens, on est capable d'avoir un impact. Parce que je me posais la question avant de venir ici, tu sais, on parle de fermer l'eau du robinet, alors que... En se brossant les dents. En se brossant les dents, là, alors qu'à côté, tu as une industrie qui ponctionne, je ne sais pas combien de milliers de litres d'eau par jour. Est-ce que c'est comme beaucoup de... Une goutte d'eau dans l'océan, ce petit geste? Exactement. Non, mais souvent, quand on parle d'environnement, tu sais, on se dit... Franchement, est-ce qu'on essaye de me faire porter le poids individuellement alors qu'il y a tellement des plus grands pollueurs que moi? Mais là, vraiment, je trouvais que cette histoire-là, c'est comme ça montrait à quel point, ben oui, c'est vrai qu'on peut individuellement avoir un impact là, sur la consommation d'eau. Je lisais dans tes notes, je pense, Ariane, j'ai fourré mon nez là-dedans, là, que la plupart des litres d'eau consommés, c'est du résidentiel. Oui, ça dépend où est-ce qu'on se trouve, mais oui, c'est... Ici, en tout cas. Puis, il faut faire une nuance, une différence entre une eau qui est réellement consommée, donc qui va être utilisée, et une eau qui va être utilisée et retournée dans l'environnement. Par exemple, il y a des procédés industriels où on utilise de l'eau, mais on la renvoie après. Elle n'est pas consommée, elle reste dans l'environnement. Alors et elle n'est pas nécessairement elle n'est pas perdue. Oui, c'est ça. Des fois, elle doit être traitée avant de retourner dans l'environnement, bien sûr. Mais alors que il y a d'autres usages comme l'usage résidentiel en partie, pas entièrement, parce que y a l'eau des toilettes, des douches, des machines à laver qui retournent aussi dans l'environnement. Ouais. Mais il y a une partie qui est consommée. Il y a une partie qui est consommée aussi par le milieu agricole énormément, dans d'autres processus industriels aussi, qui est utilisée. C'est combien de litres qu'on consomme en moyenne ici? C'est 4, si je me rappelle bien, c'est 425 par jour. 425 litres. Et selon les Nations Unies, on est très, très bien avec 100 litres. C'est 100 litres. 50 litres, là, ça va. On se restreint un peu avec 50 litres. 100 litres, ça va. On peut utiliser l'eau comme on a besoin sur une journée par personne. Il n'y a aucun problème. Donc, nous, on en utilise un petit peu trop. Puis, il y en a beaucoup qui est perdu dans les réseaux de distribution aussi. Ça, c'est un autre aspect. Il y a des fuites. C'est souterrain, c'est invisible, c'est comme l'eau souterraine. Donc, on s'en rend pas trop compte. L'eau, on ouvre le robinet, elle coule, mais il y en a une très, très grande partie qui retourne finalement à l'eau souterraine, ce qui est bien, mais qui sort de notre réseau. Et c'est de l'eau qui a été souvent traitée, donc pour laquelle on a payé, on est allé la chercher dans un milieu, on la distribue. Ça aussi, c'est beaucoup de coûts. C'est du gaspillage, c'est du gaspillage. Mais ce que disait Ariane aussi, ça me rappelait que c'est dans l'idée que chaque petit geste compte. C'est quelque chose qu'on essaye de vivre depuis très longtemps à l'échelle de l'humanité, une genre de sobriété volontaire, mais qui n'est pas pleine d'amertume. Là, c'est une sobriété joyeuse où on décide d'agir pour le bien de tous, au final, plutôt que pour son nombril. Je pense que c'était Benoît XVI qui prenait cet exemple dans la Bible de Jean le Baptiste comme un exemple de sobriété. Lui, il est dans le désert. Bon, il y a le Jourdain, mais il est dans le désert, il porte un habit de chameau, il mange des sauterelles, du miel, etc. Et il plonge les gens dans l'eau pour les baptiser puis pour les purifier de leurs péchés. Mais c'est aussi un exemple où il demande une conversion qui est intérieure. Pas juste une conversion de change un petit peu ton mode de vie, là, regarde un peu ce que tu fais. Non, fais ton recyclage. Fais ton recyclage, ferme le robinet quand tu te brosses les dents. Non, c'est vraiment se regarder à l'intérieur de soi. Est-ce que ce que je fais, c'est bon? Est-ce que c'est juste? Est-ce que j'ai une conversion à vivre? Ça peut être une conversion écologique ou d'autres types de conversions. On revient là-dessus et on terminera l'émission avec ça, cet aspect... Ça va faire le lien avec Jean-Baptiste du baptême, justement, l'eau qui est en fait un des usages importants dans la liturgie, c'est celui du baptême. Wow, merci, on a abordé plein d'affaires. On prend une petite pause et on revient tout de suite après.
Vous avez un commentaire, une suggestion ou une question pour l'équipe d'On n'est pas du monde? Contactez-nous via les pages Facebook et YouTube du Verbe Média ou écrivez-nous directement à onpdm@le-verbe.com. De retour à On n'est pas du monde. Et juste avant la pause, Ariane nous parlait. Ariane, ici en bleu. D'ailleurs, tout le monde est en bleu sauf toi. T'as pas reçu le mémo, hein, que c'était ça le thème de l'émission. Moi, c'est un accident, j'ai pas fait exprès. Parce que ça représente l'eau du Gange. C'est OK, c'est une autre sorte d'eau, c'est correct. Bon, pour ceux qui font juste nous entendre en audio, là, on a une thématique vestimentaire bleue hein, pour le thème de l'émission. Sur sofa bleu. Sur sofa bleu, bleu pâle, bleu foncé, sauf Ariane Blais-Lacombe. Mais on est content de t'avoir quand même avec nous. Tu nous as fait un bon topo socio-politique, économique de la situation de l'eau. En tout cas, on est vraiment plus éclairé là-dessus. Puis Ariane Beauferré, juste avant qu'on se laisse à la pause, nous parlait de Jean le Baptiste comme un exemple de sobriété heureuse, joyeuse. Hein. Il gueulait un peu, Jean le Baptiste, mais je pense qu'il était heureux quand même. Il voulait brasser la cage. Oui, c'est ça. Il y avait un rôle prophétique, clairement. Et ça me permet de faire le pont, faire le lien avec peut-être le symbole le plus fort qui est rattaché à l'eau, celui du baptême. En fait, le rôle de l'eau dans le baptême, Jean-Philippe, je me tourne vers toi, c'est pas rien. Là. Ça récapitule à peu près tous les usages de l'eau qu'on peut avoir. Même pour mentionner les choses qu'on avait utilisées plus tôt, il y a un parallèle direct entre le baptême que nous, on fait, le baptême de Jésus dans le Jourdain, puis Genèse 1 aussi. La scène du baptême de Jésus, on peut s'en rappeler. Puis si vous avez déjà vu des icônes du baptême de Jésus, ça vaut la peine de garder ça en tête aussi comme structure parce que c'est une structure symbolique qui est très présente là, en général puis qui résume beaucoup bien les choses. Dans le baptême de Jésus, il est dans le Jourdain. Là, comme imagine les jambes dans l'eau. C'est intéressant d'ailleurs le Jourdain parce que j'ai dit plus tôt que, règle générale, l'eau courante qui est de l'eau douce, c'est vu comme l'eau, disons, pure qui apporte la vie. Mais des fois, le Jourdain est utilisé dans la Bible spécifiquement comme un exemple de retraverser la mer Rouge. Puis là, ça avait plus rapport au déluge. Donc, le contexte est quand même important. Là. Je donne une règle générale symboliste, mais le contexte est toujours important pour comprendre ce qui se passe. C'est comme de l'algèbre un peu. Là. Ouais. Mais bon, dans le cas du baptême de Jésus dans le Jourdain, le Jourdain ici, ça fait surtout référence à, je pense, traverser la mer Rouge, puis là, c'est plus de l'eau morte. Là. Ça fait rapport à la mort, là. Être plongé dans la mort. Qui aboutit d'ailleurs dans la mer morte, là, le Jourdain. Mais de l'autre côté, Jésus va aussi recevoir la colombe qui descend du ciel, puis aussi la voix de son Père qui dit « Ceci est mon Fils bien-aimé, en qui je mets toute ma joie. » Ça se peut que je me mélange de stations, mais quelque chose comme ça. Puis ça, c'est comme dans Genèse 1, où initialement, il y a les eaux chaotiques en dessous, puis ensuite, tu as la parole qui descend pour venir créer toutes les choses. Donc, le baptême de Jésus, c'est une nouvelle création. C'est comme on répète Genèse 1. Analogue à ce que j'avais dit plus tôt aussi, là, avec les Israélites qui traversent la mer Rouge, puis après ça, créent un nouveau peuple. Il y a une loi qui va descendre. Une parole qui descend, c'est ça, par la loi, les 10 commandements. Exact. Donc, cette structure-là, cosmologique de Genèse 1, on la voit dans le baptême. Puis, nous aussi, quand on s'est baptisé, c'est ça, la structure. Donc, il y a des différentes façons de faire le baptême concrètement, mais c'est une des façons de le faire où c'est particulièrement évident. C'est justement si tu es comme plongé par immersion, comme Jésus dans le Jourdain, comme l'eau chaotique de Genèse 1, mais disons, on va aussi te verser de l'eau sur la tête, de l'eau qui descend d'en haut, avec les paroles qu'on dit aussi. Donc là, tu as comme l'eau positive qui donne la vie, qui vient d'eau, qui donne le sens, qui donne l'identité, qui vient faire une nouvelle création de la personne dans le baptême. Donc, il y a toutes ces analogies-là dans le baptême. C'est très intuitif, là, pas besoin de savoir tout ce qui se passe pour quand même que ça résonne. Et cette eau-là, c'est ça qui donne la vie, mais qui est le signe de la mort de laquelle la création nouvelle, l'homme nouveau est appelé à émerger. C'est que les deux en même temps. C'est ça qui est génial. C'est que quand tu as justement... Ça, c'est vraiment utile d'avoir, je trouve, l'image du baptême de Jésus en tête, là, où d'un côté, tu es plongé dans la mort, tu as le côté négatif, disons, de l'eau, mais tu as aussi le côté positif qui donne l'identité, la vie qui vient d'en haut. Donc, il y a ces deux choses-là qui sont reliées. Il y a toutes sortes d'autres usages de l'eau. À la fois, là, on est dans le Nouveau Testament, qui rejoignent des usages courants qu'on a à la maison, celui de nettoyer, de purifier, celui de désaltérer, d'assouplir. C'est des usages qui sont à la fois dans la vie quotidienne, disons, et dans la vie rituelle je pense aux eaux sales qui servent à faire du vin, au miracle de Cana.
Il y a toutes sortes d'autres évocations de l'eau. Ouais. Peut-être un épisode qui est particulièrement intéressant, je pense, là, c'est l'épisode de la Samaritaine au puits. Parce qu'il y a cette idée-là dans l'Ancien Testament. Là, si vous avez des gens remarqué, les patriarches vont souvent trouver leur femme proche d'un puits. Donc, c'est le cas, par exemple, de Isaac, là, que sa femme va être trouvée près d'un puits. Ouais. Jacob aussi, comme c'est. Ils se battent aussi un peu pour l'accès au puits là, entre les tribus. Oui, il y a ce genre de combat-là. Mais puis ça fait référence à ce que j'avais dit plus tôt entre l'association entre l'eau puis la féminité. Ça, justement, chez les patriarches, c'est souvent, tu vois plus le côté positif. Là, un des patriarches qui va se trouver une bonne épouse pure pour faire après ça la descendance. Mais c'est intéressant que Jésus va faire ça avec de l'eau salée, on peut dire, avec de l'eau morte, avec la Samaritaine. Parce que, comme je disais plus tôt, il y a un côté positif de la féminité qui est, disons, pure, qui va accepter la vie, qui va faire grandir des enfants, etc. Puis à l'inverse, tu as, disons, la femme adultère qui, disons, reçoit des semences, reçoit des patterns, reçoit des structures, de la parole, disons, mais ne va jamais être capable de faire émerger la vie à partir de ça. Donc là, elle a plein de maris, mais elle n'a pas de fruits qui va en sortir. Puis le fait que Jésus va ensuite lui offrir de l'eau, c'est une façon de dire que Jésus va réussir à aller comme épouser même le mauvais côté de l'eau. C'est comme, plus tard, il va épouser la mort, là, puis il va transformer la mort ensuite avec Pâques. Mais tu as déjà cette image-là dans la Samaritaine, où il va être capable d'aller faire comme de l'eau pure, faire quelque chose qui porte des fruits avec de l'eau morte. Rappelons ce dialogue là, quand même qu'il y a avec la Samaritaine. Donne-moi à boire. Puis là, elle dit, je suis qui, moi, pour te donner à boire? Puis là, il y a toute cette idée de si tu savais le don de Dieu. Puis il y a l'idée d'une eau pure, infinie, qui rejaillit. Qu'est-ce que ça signifie? Puis c'est aussi le fait que Jésus va lui dire qu'elle a déjà eu 6 maris qui ne sont pas vraiment ses maris. Puis Jésus va être le 7e mari, dans le fond. Qui, là, va donner la vraie identité qui va coller, en fait. Donc, il y a effectivement ça. Puis, un autre élément qu'on peut relier encore là, à la mort, au baptême, c'est à la crucifixion, où là, Jésus est percé, puis il y a de l'eau qui va sortir de son côté. Ça, c'est assez uniforme, là, qu'immédiatement, les pères de l'Église voyaient ça comme une image du baptême. Puis aussi une référence à Ève qui est sortie du côté d'Adam. Puis c'est de l'eau pure qui vient d'en haut, qui descend pour donner la vie à l'Église qui est juste au pied de la croix. Wow. Et c'est fou parce qu'il y a cette eau-là, mais il y a aussi l'une des dernières paroles du Christ qui est « j'ai soif ». Et j'ai soif de quoi? J'ai soif d'une eau, mais qui s'en vient, en fait, là, qui va déborder après la mort. Un autre même qu'on peut mentionner par rapport à ça, je sais que c'est long, mais je trouve ça dur de résister parce que c'est vraiment puissant comme image. Une minute. C'est les noces de Cana que tu avais évoquées aussi. Parce que là, transformer de l'eau en vin, c'est spécial. C'est pas juste transformer de l'eau en raisin, par exemple. Le vin, c'est des raisins qui vont mourir, qui vont fermenter, qui vont être comme dangereux. C'est comme des raisins qui sont en train de mourir, de pourrir. Mais tu contrôles cette mort-là, puis tu fais quelque chose qui est mieux que ce que tu avais au début. Donc, tu fais du vin qui rend joyeux. Donc, quand Marie, encore le côté positif de la féminité, là, vient demander à Jésus, est-ce que... vient lui dire qu'ils n'ont pas de vin, est en train, c'est pas juste de demander de régler un problème local, est en train comme de l'inviter à mourir puis faire quelque chose de plus grand avec la mort, justement, ensuite. Donc, c'est pour ça que Jésus a une réponse aussi brutale. Là. Pourquoi femme, mon heure n'est pas venue? Mais c'est parce que c'est un acte symbolique que Marie pose en demandant de transformer de l'eau en vin, de transformer le potentiel, pas juste en quelque chose de bon, mais même le faire traverser la mort, le faire traverser, on peut dire, les eaux mauvaises, les eaux mortes, pour ensuite faire quelque chose de plus grand. Ce qui est applicable, finalement, à bien des aspects de notre vie matérielle, spirituelle, très, très concrète de chaque jour ici. Wow! Ouais. ça fait le tour pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal. On pourra peut-être faire une suite à cette émission-là en abordant plus un ou l'autre des aspects, mais déjà, on a fait un très bon tour d'horizon. Merci à vous trois d'avoir participé à cette discussion sur l'eau. Et merci à vous d'avoir été avec nous pour cet épisode. Je remercie Ariane Lelacombe, Jean-Philippe Marceau et Ariane Beauferré. Je remercie aussi Barthélémy Rieu et Marianne Martin à la technique. Et on se dit à très bientôt pour un autre épisode d'On n'est pas du monde.